Madame, Monsieur, amis ou futurs amis de Port-Royal, Anne-Claire Volongo nous a raconté, lors de la précédente séquence des Minutes de Port-Royal, comment les religieuses et quelques messieurs, emmenés par Antoine Lemaître, le premier des solitaires, s'étaient engagés à la fin des années 1630 dans une extraordinaire entreprise mémorielle. Il s'était agi pour eux, au début, de réunir les pièces d'un procès en canonisation de la mère Angélique. Mais bientôt, les persécutions qui s'abattirent sur le monastère persuadèrent la communauté qu'il fallait préparer le matériau d'une grande histoire de Port-Royal qui serait capable de rectifier les accusations portées contre l'abbaye. Ce travail s'est poursuivi au XVIIIe et au XIXe siècle, avec des personnalités comme Mademoiselle de Joncoux, Mademoiselle de Téméricourt, les sœurs Sophie et Rachel Gillet, ainsi que Cécile Gazier. Cécile Gazier mourut en 1936, quelque temps avant le début de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, il était temps d'assurer non seulement la préservation du patrimoine, mais aussi sa valorisation. Il était temps de veiller à ce qu'il pût être étudié dans les meilleures conditions. 3 institutions veillèrent à cela. La Société de Port-Royal, la Société des Amis de Port-Royal, dont j'ai l'honneur d'être actuellement présidente, et le Musée national de Port-Royal des Champs, car Port-Royal a cette spécificité d'être un lieu de mémoire selon tous les sens du terme. Héritier de cette geste, passeur, chargé devant l'histoire d'une responsabilité au fond morale, mes collègues et moi de la Société des Amis de Port-Royal sommes aussi, la plupart du temps, des professeurs d'université, des conservateurs de bibliothèques ou des chargés de recherche au CNRS. Nous sommes profondément attachés à Port-Royal, mais nous ne pouvons pas mettre de côté les missions scientifiques qui sont les nôtres et l'exigence de probité intellectuelle qu'elles portent. La seule façon de conjuguer ces 2 nécessités consiste à connaître au mieux ce dont nous sommes les dépositaires, le cheminement de ce patrimoine et dans quelle histoire nous-mêmes nous nous inscrivons, pour distinguer entre ce qui relève de la connaissance, de la transmission et des métamorphoses d'une tradition. Car, physiquement détruit entre 1709 et 1713, Port-Royal a cette originalité d'avoir survécu. C'est cette histoire et celle des 3 sociétés que j'ai nommées qui l'ont rendue possible que je voudrais découvrir aujourd'hui avec vous. J'aurai un interlocuteur, Bernard Gazier, qui est professeur émérite d'économie à l'Université de Paris 1 et président de la Société de Port-Royal. Dans une prochaine minute, nous vous réservons une surprise, mais si je vous dis que c'est une surprise, vous vous doutez bien que je ne vais pas la divulguer. Pour le moment, je vous propose de laisser la parole à Bernard Gazier. La mémoire de Port-Royal appartient à tout le monde, mais elle a été portée au cours des siècles par une série de personnalités, les unes flamboyantes, les autres modestes, et d'institutions souvent confidentielles, sinon clandestines. Ces personnalités et ces institutions agissent aujourd'hui au grand jour, mais la chaîne de transmission a été marquée, suite aux persécutions, par une forme de passion paradoxale. À mesure que s'éloignaient les préoccupations théologiques et politiques et que le mouvement port-royaliste s'éteignait doucement, dès le début du XIXe siècle, eh bien, des acteurs, des femmes et des hommes, se sont levés, perpétuant avec une passion renouvelée l'attitude des religieuses et des messieurs de Port-Royal et prenant soin des lieux, des livres et des manuscrits et des idées afin de les transmettre à qui voudra s'en saisir. Les Minutes de Port-Royal s'inscrivent pleinement dans cette chaîne et nous allons revenir sur ce qui les rend possibles en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous verrons le devenir des sites de Port-Royal, aussi bien Port-Royal de Paris que Port-Royal des Champs, après la destruction commencée en 1710. Ensuite, nous verrons le destin d'une famille dans le sillage de Port-Royal à partir de 1814, la famille Gazier, dont je suis un représentant, un descendant. Nous continuerons par l'histoire de la Société de Port-Royal elle-même, qui est passée par des formes juridiques très différentes au cours du temps et dont le destin est entrecroisé avec celui de la Société des Amis de Port-Royal. Ensuite, nous reviendrons sur le site de l'abbaye de Port-Royal des Champs
et notamment sur sa donation par la Société de Port-Royal à l'État en 2004. Et nous terminerons par la bibliothèque, qui est désormais la préoccupation centrale de la Société de Port-Royal, depuis sa constitution en 1840, passablement clandestine, jusqu'à son destin aujourd'hui, qui inclut un projet de modernisation et de déménagement. L'histoire de Port-Royal commence en 1204, dans la vallée de Chevreuse, à Port-Royal-des-Champs. En 1625, la mère Angélique s'installe à Paris, dans l'hôtel de Clagny, peu à peu réhabilité, et le monastère aura 2 maisons, l'une à Paris, l'autre au Champ. Commençons par l'histoire de Port-Royal de Paris, qu'il est plus facile d'expliquer. En 1665, Port-Royal de Paris était devenu un monastère autonome, séparé du 2e monastère, Port-Royal-des-Champs. En effet, Port-Royal de Paris fut donné aux religieuses qui avaient accepté de signer le formulaire, tandis que Port-Royal-des-Champs accueillait la totalité du groupe qui avait refusé de se soumettre. Les 2 couvents entretinrent des relations difficiles, exaspérés par les rancunes et les difficultés matérielles, jusqu'à la fermeture de Port-Royal-des-Champs en 1709 et sa destruction entamée en 1711. Pour éviter que le site ne devienne un lieu de pèlerinage, Louis XIV avait en effet ordonné que les bâtiments de Port-Royal-des-Champs soient entièrement détruits. Port-Royal de Paris, quant à lui, perdure jusqu'à la Révolution. Le monastère est fermé en 1790, puis, comme tous les biens du clergé, il est confisqué en 1791 et transformé en prison, qu'un amoureux des antiphrases appela Port libre. Port-Royal est ainsi devenu une des 16 prisons parisiennes fonctionnant pendant la période. Port-Libre, qu'on appelle aussi la Bourbe, accueille à peu près 200 prisonniers, et la vie semble y avoir été plus douce qu'ailleurs, à en juger par un journal qui y fut tenu en 1793 et qui est publié dans un ouvrage de 1870, Les prisons de Paris. C'était ce qu'on appelle une prison muscadine, sans barreaux ni verrous, où les bâtiments spacieux préservaient de la pire promiscuité. Hommes et femmes vivaient séparés, mais pouvaient se retrouver dans un salon où ils perpétuaient les usages de leur monde. Le bon ton de l'aristocratie pouvait y conserver ses droits. Mais il existe une lettre de Huyer, républicain concierge, au citoyen Houzeau, où il se plaint en 1794 de ne pouvoir faire du bouillon à la viande pour les 38 malades qu'il a sous sa responsabilité, signe des difficultés d'approvisionnement auxquelles il est soumis. Plusieurs personnalités défilèrent à la prison de Port-Libre. Malesherbes, l'avocat de Louis XVI, qui parvint à y réunir sa famille, Madame de Tourzel, l'ancienne gouvernante des enfants de France, et Lavoisier, le grand chimiste. En 1795, la prison ferme, elle est transformée en hospice de la maternité, ce qu'elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Les bâtiments, classés monuments historiques en 2 temps, une partie en 1928, l'autre en 1933, appartiennent toujours à la PHP. C'est l'actuel hôpital Cochin. La chapelle, le chœur des religieuses et la salle capitulaire ont été restaurés et solennellement inaugurés en 1952. La chapelle est consacrée et l'aumônier de Cochin y célèbre la messe tous les dimanches, une commémoration de la nuit de feu dont Pascal fit l'expérience entre le 23 et le 24 novembre 1654 et a lieu tous les ans. La Société des Amis de Port-Royal se réunit à Port-Royal de Paris pour ses conseils d'administration et son assemblée générale. Elle y assure visites et conférences pendant les journées du patrimoine. Depuis 2 ans, elle y organise au printemps les conférences de Port-Royal. L'an dernier, autour d'une galerie des portraits, cette année, nous avions entamé un programme consacré au lieu de Port-Royal, juste au moment où le confinement nous a obligés à suspendre toute activité. En ce printemps 2020, des imprimantes 3D ont été installées dans le chœur et la salle capitulaire, au-dessus sans doute de la tombe de la mère Angélique, dont on ne connaît pas très bien l'emplacement, là où eut lieu le miracle de la Sainte Épine. Ces imprimantes 3D servent à fabriquer des respirateurs pour les malades du Covid-19. Nous nous en réjouissons profondément. C'est un combat que Port-Royal, sans doute, eût soutenu de toutes ses forces. Mais revenons à Port-Royal des Champs.
La date est célèbre, 1709, Louis XIV ordonne la dispersion des dernières religieuses qui étaient sur le site de Port-Royal-des-Champs. Et entre 1710 et 1713, c'est la destruction pierre à pierre du monastère qui est ordonnée et effectuée. C'est donc un site qui désormais est rasé en ce qui concerne l'abbaye. Alors il est vrai que tout n'a pas été rasé et que les bâtiments des granges de Port-Royal, les petites écoles, eux, ont été préservés. Toujours est-il que le site est rendu à la vie agricole, mais très vite il devient un lieu de pèlerinage. En fait, de manière plus ou moins confidentielle, les visiteurs affluent sur ce site désormais considéré comme un site martyr. Et finalement, à la fin du XVIIIe siècle, en 1790, durant la Révolution française, le site est vendu comme bien national. Alors là, une nouvelle étape s'ouvre, une étape assez compliquée, durant laquelle, par petits bouts, par morceaux, le site est vendu à différentes personnalités, d'une part des paysans qui utilisent le côté terres agricoles, tout à fait visible, et de l'autre par des familles souvent attachées à Port-Royal. Jusqu'à ce qu'en 1824, Louis Sylvie, forte personnalité et port-royaliste fervent, réussisse à acheter le site de l'abbaye. Alors il l'a très vite dévolu à une des sociétés qui gravitaient dans les milieux de Port-Royal, la société de Saint-Antoine, qui était une société d'enseignants qui travaillait dans la mémoire en quelque sorte de Port-Royal, et cette société a fini par vendre le site à la société qui était l'ancêtre véritable de la société de Port-Royal et qui à l'époque s'appelait la société de Saint-Augustin. Donc 1868, le site est désormais entre les mains d'une société chargée véritablement de préserver la mémoire de Port-Royal. Cependant, le site était coupé en deux, car finalement, c'est ce que l'on appelle le bas, c'est-à-dire l'abbaye elle-même et ses ruines, qui est conservé, pendant que le site du haut, lui, a été acheté par différentes familles, souvent proches de Port-Royal, et qui ont fini d'ailleurs par construire une sorte de petit château fin 19e, début 20e, qui a largement transformé l'esprit du site. Alors, voilà donc ce qui caractérise le destin de ce site, et pour résumer, je dirais que c'est un site de ruines. Et c'est un site martyr, hautement visible, de plus en plus célèbre, les visiteurs affluent, et ceci contraste énormément avec le site de Port-Royal de Paris. Abordons maintenant l'histoire de la famille Gazier. La famille Gazier, c'est en fait une histoire qui commence chez Dickens et qui se termine ou se poursuit chez Bourdieu. En effet, cela commence de manière lamentable. Il y a, en 1814, deux tout petits enfants, une fille qui doit avoir 3 ou 4 ans, un garçon qui a à peine 1 an, et ces deux enfants sont quasiment orphelins. Ils sont en fait fils de paysans, de tavernis, c'était des gens qui faisaient du vin, et il se trouve que la mère est morte et que le père est très gravement malade. Alors ils sont recueillis par une sœur, une bonne sœur, sœur Hilaire, et celle-ci les confie à 2 institutions religieuses pour en prendre soin. La fille, Louise Gazier, est confiée aux sœurs de Sainte-Marthe, qui est une congrégation de nonnes post-port-royalistes en quelque sorte. Et Gabriel Gazier, quant à lui, est confié aux frères Tabourins, qui est une institution laïque d'enseignants en faveur des pauvres, là aussi dans le sillage de Port-Royal. Voici donc nos 2 orphelins placés, en quelque sorte, et l'un et l'autre, dans un milieu jansénisant. À partir de là, Gabriel va se retrouver très vite fidèle à une vocation toute tracée, qui est d'être lui-même instituteur et enseignant chez ses frères Tabourins qui l'ont accueilli. Oui, mais voilà, les frères Tabourins, ce n'est pas une institution religieuse, mais c'est une institution où il y a uniquement des célibataires, il faut faire vœu de célibat pour y demeurer.
D'où une question que je vous pose et que je me suis posée. Ai-je le droit d'être ici? Gabriel a-t-il fauté puisqu'il s'engageait à être célibataire? La réponse est non, il n'a pas fauté, mais quelqu'un a fauté. La personne qui a fauté, c'est en fait le supérieur des frères Tabourin à l'époque, et ce supérieur, qui répondait au nom pittoresque de Bonaventure Hureau, eh bien, il a fait plein de malversations, il prenait de l'argent dans la caisse, il avait une vie passablement dissolue, et du coup, les jeunes instituteurs des frères Tabourin se sont révoltés contre lui. Ils ont obtenu gain de cause. On a révoqué le frère Bonaventure Hureau. Mais, on a dit à Gabriel Gazier, jeune homme, vous vous êtes révolté, vous aviez vos raisons, mais désormais, nous vous rendons votre liberté. C'est ainsi que Gabriel Gazier, vers 1840, s'est trouvé seul, libre, bien fait de sa personne, sur le pavé de Paris. Il est allé chercher une épouse qu'il a trouvée dans un milieu jansénisant, je vous rassure. Il a trouvé Scolastique Hétier, et Gabriel et Scolastique sont devenus des instituteurs, mais des instituteurs cathos, donc une école privée. Ils ont d'ailleurs eu pas mal de difficultés financières à vivre. Et qu'ont-ils fait? Des enfants dont l'aîné, Augustin Gazier, élève brillant, est devenu normalien, puis le principal historien du jansénisme au XIXe siècle. Voici donc les deux étapes classiques d'une promotion normalement républicaine, dans laquelle on commence par être instituteur et ensuite on a un enfant qui devient professeur d'université. Ces deux étapes ici se sont accomplies, mais dans un cadre tout à fait catho, tout à fait lié à la religion chrétienne, et Augustin Gazier a assez mal vécu l'hostilité de ses collègues laïcs et républicains. Alors Augustin s'est trouvé, lui, finalement, face à un destin totalement rectiligne. À partir de 1872, il est en effet tous les jours, ou presque, à la bibliothèque de Port-Royal pour y faire des recherches jusqu'à la fin de sa vie, en 1922. Nous verrons plus en détail sa vie dans une autre intervention. Derrière Augustin Gazier, des enfants bien sûr, il en a fait beaucoup, parmi lesquels plusieurs malheureusement sont morts à la guerre de 14-18 et auraient dû lui succéder, notamment Félix Gazier. Retenons Cécile Gazier, qui elle, sa nièce, a été finalement une historienne majeure de Port-Royal, un peu méconnue, car dans l'ombre de son oncle. Il faut dire qu'Augustin a une grande œuvre, l'histoire générale du mouvement janséniste. Cécile Gazier a une grande œuvre, l'histoire du monastère de Port-Royal, la même chose vue du côté des religieuses. En même temps que Cécile Gazier, Félix Gazier, Louis Gazier, mon grand-père, et finalement François Gazier, mon père, tous les deux se sont impliqués dans la vie de Port-Royal. Louis Gazier a en effet contribué très largement à la création de la Société des Amis de Port-Royal, pendant que mon père, plus tard François Gazier, lui, a été président de la Société de Port-Royal. C'était, si je peux me permettre, un janséniste tendance montagnard. Enfin, la génération d'aujourd'hui, moi-même, je n'en dirai rien puisque je suis dans la tradition port-royaliste et que c'est mal vu, mais il y a désormais aussi des enfants, des neveux, des nièces. Nous en sommes donc à la 6e génération dans le sillage de Port-Royal. Qui était Augustin Gazier? Tout d'abord, Augustin Gazier, fils de Gabriel Gazier, a été bien prénommé. Augustin, c'est un prénom jansénisant, et en fait, cela a été le programme de toute sa vie. En tant qu'historien du jansénisme, il s'est attaché à explorer et à réhabiliter, selon lui, la mémoire de Port-Royal et du jansénisme. Alors, il est né en 1844 et élève brillant, il est devenu normalien en 1865, à partir de quoi il a été envoyé comme professeur agrégé à Montpellier. C'est alors qu'une suite de bons conseils, de décisions plus ou moins provoquées, l'ont conduit à des fiançailles. Il a en effet pu se marier avec la fille du censeur.
C'est donc exactement le grand-duduche avec la fille du proviseur. Il s'agit de la fille du censeur du collège Rollin, Marie-Louise Roguet. C'est un mariage arrangé, à sa demande. Ils se rencontrèrent, ils se plurent, et finalement, au bout d'un temps de fiançailles plutôt symbolique, ils se marièrent, à la suite de quoi, comme par miracle, Augustin Gazier obtint sa mutation pour Paris, d'abord dans des lycées, puis à la Sorbonne, où il devint maître de conférences, et très tardivement, juste à la veille de sa retraite, professeur en 1911. Et Augustin Gazier est mort en 1922. Alors, ayant dit cela, c'est une vie qui s'est tout entier déroulée dans un mouchoir de poche. En effet, Augustin Gazier vivait dans un appartement à côté de celui de son beau-père, donc au sein du collège Rollin, c'est-à-dire aujourd'hui ce que l'on appelle le lycée Louis-le-Grand, tout simplement. Il est donc rue Saint-Jacques, juste en face de la Sorbonne, et pour aller travailler à la bibliothèque de Port-Royal, qui est au 169, c'est à 300 mètres, un tout petit peu plus haut, eh bien, il n'a qu'un trajet rectiligne à faire le long de cette même rue Saint-Jacques. En fait, Augustin Gazier a peu voyagé, et les voyages qu'il a faits pour la plupart étaient des voyages pour aller récupérer des bouquins ou des documents, ou même parfois des ossements, dans les milieux port-royalistes qu'il connaissait. Ce qui reste d'Augustin, c'est d'abord une œuvre monumentale, l'histoire générale du mouvement janséniste, mais c'est aussi de très nombreux travaux de mélange de littérature et d'histoire, essentiellement sur le XVIIe siècle, et notamment des monographies sur Philippe de Champaigne et Jean-Baptiste de Champaigne. C'est un chercheur érudit qui travaillait tout le temps et qui a fait travailler sa famille, alors qu'il l'a fait travailler souvent dans la ligne de Port-Royal. C'est ainsi que sa nièce Cécile Gazier est devenue son assistante, mais c'est aussi dans d'autres perspectives. Avec sa famille, il a notamment écrit le premier dictionnaire chez Armand Collin, dictionnaire avec des vignettes illustrées. Le procédé a ensuite été repris par Larousse, qui, il faut bien le dire, en termes de succès éditorial, a raflé la mise. Voici donc Augustin, une personnalité bourgeoise du XIXe siècle, avec un mélange d'humour et de rigidité. Pour terminer sur l'humour, il avait fait construire à Saint-Leu un étage supplémentaire à la maison familiale d'où il était originaire. Et en même temps, son épouse était enceinte du 7e enfant, ce qui évidemment causait beaucoup d'inquiétude à sa belle-mère. Et il a écrit la formule suivante: « Ma belle-mère est inquiète, il ne faut lui parler ni du second, ni du 7e. » Le devenir du site de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs s'organise autour de 3 dates successives. Il y a tout d'abord, bien sûr, la date à laquelle la Société Saint-Augustin a racheté le site, 1868. Il y a ensuite, et beaucoup plus proche de nous, la date de la donation du site à l'État, 2004. Et entre les deux, une date très importante est 1952, la date à laquelle l'État a racheté non pas le site de l'abbaye, mais le site des granges. En effet, le site a 2 côtés. Il y a le haut et il y a le bas. Comme il est bien connu, dans le fond du vallon, c'est l'abbaye, avec évidemment les nonnes, et lorsque l'on monte sur la colline, c'est la ferme des granges, c'est aussi des petites écoles, là où se sont installés les solitaires. Il y a donc le haut et le bas. Alors, cette première étape de 1868 à 1952, c'est l'étape durant laquelle coexistent, en haut et en bas, 2 propriétaires, ou même plusieurs propriétaires privés. D'un côté, donc, la société qui n'est pas encore la société de Port-Royal et qui gère les ruines du domaine, et de l'autre, eh bien, il y a toute une succession de familles, plutôt port-royalistes, qui occupent le haut et qui finissent d'ailleurs par y bâtir une sorte de manoir 19e qui viendra troubler la perspective et compliquer la mémoire des visiteurs. Quel est ce bâtiment, alors qu'on s'attend à trouver des bâtiments du XVIIe ou peut-être du XVIIIe.
Vous avez donc le haut et le bas. En bas, un oratoire a été installé au chevet de l'ancienne église rasée par Louis XIV, pendant qu'en haut, donc, eh bien, vous avez des dispositions où coexistent des paysans et des propriétaires port-royalisants. À partir de 1952, eh bien, la dualité évolue. En bas, ça reste la même chose. La société qui va devenir la société Port-Royal gère l'abbaye, pendant qu'en haut, c'est l'État qui a racheté les granges et qui progressivement, sous l'impulsion de Bernard d'Orival, y instaure un musée d'État, le plus petit musée d'État, donc le musée des granges de Port-Royal, comme on disait à l'époque. Il y a donc une coexistence entre ces deux entités, et en bas, la vie consiste essentiellement à aider les gardiens qui ont en fait une tâche énorme. En effet, les gardiens doivent d'une part entretenir le domaine, 18 hectares, et d'autre part doivent assurer des visites. Eh bien, cette dualité a été en fait assez bien gérée par les gardiens successifs. Alors, pouvait-on faire cela tout seul avec les ressources de la société de Port-Royal? C'est devenu petit à petit de plus en plus difficile, et à partir de 1990, sous l'impulsion du président de la société de Port-Royal d'alors, Jean Calon, eh bien, sous son impulsion, on a pu obtenir des aides de l'État, notamment des aides finalement de la région et du parc national des Yvelines. Alors, voilà donc ces deux entités, le musée en haut qui est un musée d'État, un musée public, et en bas une entité privée, d'où des problèmes évidemment de mise en connexion, des problèmes de billets. Il n'y a pas véritablement de double billetterie, ça c'est un terme qu'on utilise dans les matchs de football, mais il y a une billetterie commune qui a fini par s'instaurer. Tout cela était complexe. Reste le point le plus positif, la collaboration intense désormais avec les conservateurs qui ont été mis en place par l'État pour le musée des Granges. Je pense notamment à Thérèse Piquenard qui a succédé à Bernard d'Orival, puis Philippe Le Lézour et Véronique Alémani. J'en viens maintenant à la troisième étape, puisque finalement les visiteurs sont très gênés par cette situation et petit à petit on se rend compte de l'absurdité du site coupé en deux. D'où la donation en 2004 qui finalement s'est traduite par l'État devenant le musée national des Granges, gérant le haut et le bas, et il y a donc désormais une étroite collaboration avec le conservateur arrivé en 2005, Philippe Luez, qui joue un rôle majeur dans les liens entre l'État et les activités de la Société de Port-Royal et des amis. Comment est-on passé de la boîte à Perrette, qui est un fonds de secours institué par Pierre Nicole dans son testament, à la Société de Port-Royal et à la Société des Amis de Port-Royal? En fait, il faut distinguer 5 étapes. La première étape, c'est donc ce que l'on appelle de manière pittoresque la boîte à Perrette. La boîte à Perrette, c'est une disposition testamentaire de Pierre Nicole qui a confié à des successeurs en fait informellement choisis, la plupart du temps des oratoriens, le soin de gérer un fonds de secours essentiellement destiné aux port-royalistes persécutés. Ceci a perduré dans la clandestinité jusqu'au début du XXe siècle, et il y a eu une thèse assez passionnante écrite par Nicolas Lioncan, Paris en 2002, qui en examine l'histoire. En 2002, eh bien, on sort de la clandestinité. En effet, le concordat permet des activités religieuses au grand jour, et à ce moment-là, un choix est opéré par les successeurs de Pierre Nicole. Ils ont choisi de se regrouper dans une association tontinière. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et cette étape, l'association tontinière, durera finalement longtemps, jusqu'en 1920, c'est dire si les choses sont résistantes. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une association tontinière? Eh bien, ce sont en fait des personnes qui mettent ensemble toute une série de capitaux et finalement sont collectivement responsables de l'usage de ces capitaux. Mais ça veut dire techniquement que si quelqu'un disparaît,
eh bien sa part doit être imputée au patrimoine des autres, qui doivent en quelque sorte la racheter. On voit donc la lourdeur et la complexité de ce dispositif, et tout au long du XIXe siècle, ce dispositif tontinier est cependant resté, d'abord sans avoir aucun nom, puis en s'appelant, à partir de 1845, la Société de Saint-Augustin, et ce dispositif, tant bien que mal, a permis de gérer à la fois l'immeuble de la rue Saint-Jacques et, à partir de 1868, eh bien, le site de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. Alors, évidemment, ça n'était pas satisfaisant, et en 1913, un projet avait été fait pour que, finalement, la nature beaucoup plus culturelle et mémorielle de l'association soit mise en avant. Mais la guerre a gelé tout ça, et c'est pourquoi une troisième étape est arrivée en 1920, un peu surprenante. En effet, l'association tontinière est devenue une société civile immobilière. Vous voyez, pour vivre heureux, vivons cachés. On va parler de l'immeuble alors qu'il s'agit de Port-Royal. Alors cette société civile immobilière, elle a duré jusqu'en 1971, date de l'ultime modification. Mais entre-temps, en 1950, eh bien, pour mettre véritablement en avant l'action culturelle, a été créée une autre association, une association sœur, l'association des Amis de Port-Royal, et cette association, c'est Laurence Plasnet qui vous en parlera plus en détail. Revenons donc sur les choses, boîte à Perrette, association tontinière, nous avons donc étape 3, cette société civile immobilière, étape 4, c'est bien sûr la Société des Amis, et étape 5 en fait, la Société de Port-Royal elle-même, qui ne naît qu'en 1971, sous la forme d'une association de la loi de 1901, et cette association a évidemment un objectif de mémoire et de culture. Voici donc la situation récente, actuelle, deux sociétés sœurs, l'une s'occupe de patrimoine, de la bibliothèque, et a 3 salariés, 2 conservateurs bibliothécaires et une gardienne, et de l'autre côté, vous avez l'association des Amis de Port-Royal, à vocation culturelle, 2 sociétés sœurs interpénétrées. Que peut-il rester à un mouvement politique et religieux opprimé? Il peut lui rester des réseaux, il peut lui rester de l'argent, il peut lui rester des livres. Nous allons maintenant parler de la bibliothèque de Port-Royal, dans laquelle finalement se sont retrouvés une bonne part des fonds port-royalistes. Alors, ces livres ont été dispersés, ils ont fait l'objet d'attentions très prudentes de la part de certaines personnes, et finalement, lorsque la société tontinière est devenue au grand jour la société chargée de la mémoire de Port-Royal, eh bien, elle a bénéficié d'une série de legs grâce auxquels toute une série de fonds sont arrivés. 1840, c'est le legs d'une partie du fonds de l'abbé Grégoire, grâce au prêtre de Saint-Séverin. 1845, grâce aux 2 frères Paris, eh bien, arrive le fonds Lepage, qui est considéré comme le fleuron de cette bibliothèque. Ensuite, des enrichissements successifs se sont poursuivis, et en 1858, voici l'implantation claire de ces livres à cette adresse connue, 169 rue Saint-Jacques, dans l'immeuble que possédait la Société Saint-Augustin. Dans cet immeuble vont donc se trouver, mais placés dans un appartement bourgeois, dont on peut encore aujourd'hui observer les papiers peints, placés sur des étagères clouées par des amateurs, on va trouver ces livres qui vont être gardés depuis lors à cette adresse. Alors, ces livres ont d'abord été surveillés et exploités par 2 sœurs d'un membre de la Société Saint-Augustin, les 2 sœurs Gillet, Sophie et Rachel Gillet, qui leur ont voué une surveillance pointilleuse, exclusive et, mon Dieu, assez étroite. Alors il se trouve ensuite qu'en 1872 est arrivé Augustin Gazier, qui est arrivé sur la pointe des pieds,
avec beaucoup de précautions, qui a fini par se faire admettre par les deux dragons et qui finalement est devenu le principal animateur des lieux. Alors, il en est résulté une ouverture, mais très progressive et extrêmement méfiante aux chercheurs. Il fallait montrer patte blanche et il était évidemment impossible pour un jésuite d'envisager, à supposer qu'il l'ait souhaité, de rentrer dans les lieux. Alors, cette bibliothèque, donc composée de plusieurs fonds, le fonds Grégoire, le fonds Lepage et le fonds Port-Royal du XVIIe siècle, pour évoquer les trois principaux, eh bien, elle a bénéficié, tout au cours du temps, d'une série de bibliothécaires bénévoles qui se sont attachés à la connaître, à la mettre en fiche et à accueillir les lecteurs triés sur le volet qui pouvaient y accéder. Je voudrais bien sûr mentionner Cécile Gazier, dont nous avons déjà parlé, mais aussi André Gazier, qui est un des fils, le dernier fils d'Augustin Gazier, qui a travaillé avec Odette Barène. Ce sont des bibliothécaires bénévoles. À la fin des années 80, eh bien, cette logique bénévole s'est éteinte à mesure que s'éteignait cette génération militante et on a lancé la professionnalisation des bibliothécaires. La bibliothèque dispose aujourd'hui de 2 conservateurs bibliothécaires, Valérie Guittienne et Fabien Vandermark, et cette modernisation a été enclenchée grâce à une série d'appuis, je pense notamment aux appuis d'Isabelle Dopp, qui a joué un rôle important d'expertise et de stimulation pour moderniser les fonds. Désormais, ceux-ci sont catalogués, sont informatisés, et grâce à l'appui de Vincent Dopp, époux d'Isabelle Dopp, qui est le trésorier désormais indispensable de la bibliothèque de Port-Royal, eh bien, nous pouvons développer les perspectives. Je terminerai par une perspective précisément de déménagement. En effet, depuis longtemps, on s'est dit que cette bibliothèque conservait ses livres, certes, ils sont dans leur jus, mais n'y a-t-il pas un risque d'incendie, un risque de dégradation? Et puis, tout ça est au 2e étage d'un escalier pas très facile à gravir. Il y a donc des problèmes d'accessibilité, non seulement pour les personnes handicapées, bien sûr, mais aussi pour des visiteurs qui n'aimeraient pas monter ce genre d'escalier. Bref, il a longtemps été discuté de la possibilité de déplacer la bibliothèque. On a pensé un moment à la mettre à Port-Royal-des-Champs, dans le cadre d'un projet d'animation. Il y a eu une très forte bronca des chercheurs, voyant s'éloigner le fonds qui était si près de la Sorbonne. Ensuite, on a pensé à Port-Royal de Paris. Et là aussi, il aurait fallu un accord qui ne s'est pas trouvé possible avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est pourquoi, finalement, eh bien, il a été décidé de déménager la bibliothèque sur place, la faire descendre au rez-de-chaussée et à l'entresol. C'est un projet en cours et nous en saurons bientôt davantage. Il me reste donc à vous présenter un peu davantage la Société des Amis de Port-Royal. La Société des Amis de Port-Royal a cette particularité d'être née 2 fois. La première en 1913. La Société de Port-Royal, qui existait seule à cette date, souhaitait faire évoluer son régime, celui de la tontinière lui devenant incommode, voire dangereux. Elle décida de se transformer en association d'utilité publique selon la loi de 1901. Des statuts furent rédigés, une déclaration déposée à la préfecture. Le 29 mai 1913, nous avons conservé l'extrait du journal officiel. Mais cette date dit aussitôt la difficulté qui surgit. La guerre éclata, plusieurs des membres de la société furent mobilisés, certains décédèrent, l'entreprise fut paralysée. En 1920, Henri Gazier souhaita de nouveau sortir de la tontinière. Mais à cette date, c'est le principe de la société civile immobilière qui s'est imposé. La Société des Amis de Port-Royal attendra 1950 pour ressurgir des limbes. Vous voyez ici la publication de la déclaration de 1913 qui institue le nom de Société des Amis de Port-Royal. Après la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt pour Port-Royal connaît un vif regain. Les religieuses ont été après tout des résistantes et des pionnières de la liberté de conscience. Elles y furent sacrifiées. C'est en 1942, en pleine occupation, qu'Henri de Monterland a l'idée d'écrire une première pièce à leur gloire.
Une génération d'auteurs élevés dans le culte des grands classiques, au premier rang desquels Pascal et Racine, arrive d'autre part à maturité. François Mauriac, par exemple, évoque les messieurs dès sa première plaquette, publiée en 1909, Les Mains jointes. Mais il ne cesse de revenir sur l'histoire du monastère. Il écrit une vie de Racine, un Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline. Le 18 juin 1938, il signe dans le Figaro une chronique consacrée à Port-Royal au titre prémonitoire « La victoire des vaincus ». En 1946, il préface une anthologie d'Hélène Lodenbach intitulée Chronique de Port-Royal, qui paraît aux éditions de la Table Ronde. Mais Julien Gris nourrit également une intense ferveur pour le monastère. De grandes cérémonies avaient eu lieu à Port-Royal-des-Champs, l'inauguration d'un buste de Racine en 1899, la commémoration du 3e centenaire de Pascal en 1923, celle du 3e centenaire de Racine en 1639. Tous ces événements contribuent au rayonnement du monastère. Sur le plan universitaire, les travaux d'Augustin Gazier, après ceux de Sainte-Beuve, ont renouvelé l'éclat de Port-Royal, l'éloignant du jansénisme convulsionnaire et politique du XVIIIe siècle. L'abbé Cogniet, quand il rentre d'Allemagne où il était prisonnier, travaille à la bibliothèque de Port-Royal. Il fournit des matériaux à Monterland. Louis Lafuma et Jean Orsibal publient leurs grandes œuvres. De jeunes hommes commencent à renouveler les études port-royalistes. Jean Ménard entame sa thèse de doctorat. Il faut accompagner ce mouvement. La Société de Port-Royal n'a pas les moyens de le faire. Louis Gazier, un des fils d'Augustin, se charge de refonder à cette fin une Société des Amis de Port-Royal dès qu'il se trouve à la retraite. Il accomplit la tâche avec modestie et discrétion. Tant de discrétion qu'il est infiniment difficile de démêler comment les discussions furent menées. C'est même François Gazier qui fit une nouvelle déclaration en préfecture le 15 février 1950. Louis Gazier a constitué un prestigieux comité de membres d'honneur. On y trouve le président de l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, plusieurs membres de l'Institut, 3 députés, dont un est ancien ministre, le directeur général de l'assistance publique, le recteur de l'Université de Paris, le préfet de la Seine-et-Oise. Non loin veillent François Mauriac et Henri de Monterland qui donnent en grande pompe à Port-Royal, sur des tréteaux devant les petites écoles, l'avant-première de son Port-Royal en 1953. La représentation est assurée par la Comédie Française avec René Faure, devant un aéropage de personnalités. La Société de Port-Royal, la Société des Amis de Port-Royal, est désormais sise à la Bibliothèque Mazarine, quai Conti, avec la complicité de son conservateur, Jacques Runot. Le premier président de la Société est Charles Morichaud-Beaupré, dont je n'ai pas réussi à retrouver de photographie. Il est conservateur en chef du château de Versailles depuis 1941. La décision peut étonner. Faut-il y voir un contresens historique et la dévoration de Port-Royal par Louis XIV 300 ans plus tard? Non, en réalité, l'homme est infiniment favorable à Port-Royal et vient, à l'inverse, d'ouvrir à Versailles plusieurs salles dédiées à la mémoire de Port-Royal, où il expose des tableaux de Philippe de Champaigne, notamment un portrait de Saint-Cyran, mais aussi un exemplaire rare de la Fréquente Communion, les gouaches de Madeleine Hortemels. Dès 1950, il accueille les Amis de Port-Royal à Versailles au cours d'une journée où il leur réserve les plus grands égards. Le premier bulletin de la Société raconte la visite avec émotion. Mais en 1953, à l'occasion d'une tournée de conférences au Canada, Morichaud-Beaupré se tue dans un accident de voiture. Il est alors remplacé par un brillant historien d'art, conservateur du Musée national d'art moderne depuis 1941. Son choix s'explique certainement par la grande exposition qu'il avait consacrée l'année précédente à Philippe de Champaigne à l'Orangerie. Le peintre s'était vu consacrer un essai par Augustin Gazier et il faisait partie des artistes étudiés par Charles Morichaud-Beaupré. Les deux hommes ont dû être en contact. Mais Bernard de Rival avait également rédigé, comme Mauriac, une étude sur Racine et en particulier sur son itinéraire spirituel. Mauriac et Green, qui fréquentent de Rival, rejoignent d'ailleurs à cette date les membres d'honneur de la Société. Bernard de Rival occupe la présidence de la Société des Amis de Port-Royal jusqu'en 1977. En 1955, il est chargé de mettre en place le musée des Granges de Port-Royal, dont il est nommé conservateur lors de son inauguration par André Malraux le 14 juin 1962, tout en conservant ses fonctions au musée d'art moderne.
Énergique, brillant, il favorise la transformation du bulletin de la Société en chroniques annuelles qui constituent une source irremplaçable sur l'histoire du monastère. En 1977, lui succède Jean Ménard, professeur à la Sorbonne depuis 1969, qui cède sa place à Philippe Sellier, au moment où celui-ci est élu à son poste en Sorbonne en 1991. Un troisième littéraire devient président de la Société des Amis de Port-Royal en 2001, Gérard Ferrérol, qui a pris la succession de Philippe Sellier à la Sorbonne. En 2005, il est remplacé par Jean Le Saulnier, un des meilleurs historiens de l'abbaye, qui mène une infatigable activité d'éditeur. Il est encore le directeur de la collection Univers Port-Royal aux éditions Classiques Garnier. En 2011, Jean Le Saulnier passe la main à un brillant jeune homme, Simon Icard. En 2018, pour la première fois depuis 1709, une femme de nouveau veille sur Port-Royal en devenant la première présidente de la Société des Amis de Port-Royal. La Société des Amis de Port-Royal s'est très vite distinguée par son dynamisme. Elle publia dès 1950 un bulletin qui devint rapidement une forte publication annuelle, les Chroniques de Port-Royal. En avril 2020, le numéro 70 est sous presse. Tous les ans, elle organise un colloque international qui reflète la diversité des matières mises en cause par Port-Royal. Histoire religieuse, exégèse, philosophie, histoire, droit, esthétique, littérature. Le spectre chronologique aussi est large, du XVIIe siècle bien sûr, aux résonances de Port-Royal au XVIIIe, au XIXe, au XXe et même au XXIe siècle. Ces actes sont publiés dès l'été suivant dans les chroniques. La Société a longtemps organisé des visites et des promenades. Elles sont plus rares, mais ses membres multiplient les conférences individuelles ou les programmes, comme les conférences de Port-Royal au printemps. Ils assurent une permanence sur le site de Port-Royal de Paris au cours des Journées du patrimoine. Par leur intermédiaire, la Société soutient de nombreuses manifestations scientifiques. Les minutes de Port-Royal sont sa toute dernière invention. Il semble donc que le vœu de Louis Gazier soit à ce jour bien observé. La Société des Amis de Port-Royal a su trouver sa voie. Son dernier colloque, placé sous le haut patronage de l'Académie française et de l'Institut de France, témoigne de la pérennité de ses liens avec ces institutions. Mais ses nombreux adhérents sont sa principale force. La cotisation est modique, l'inscription possible en ligne sur le site de la Société. Elle a résolument choisi de favoriser le rayonnement de l'histoire de Port-Royal sur tout autre enjeu. Comme Bernard Gazier l'observait au début de ses minutes, l'histoire de Port-Royal est celle de tous. À vous d'y contribuer et de lutter contre l'oubli. Un dernier mot à ce propos. Distribution de confitures Mère Angélique ou célébration du mémorial, la Société des Amis de Port-Royal a résolument fait le choix non seulement de la diffusion scientifique, mais aussi de l'ouverture à un public mêlé et d'une véritable sociabilité dans la tradition de l'honnêteté chérie parmi les messieurs et leurs proches. Elle est aussi soucieuse de ses nombreuses relations avec des collègues étrangers aux États-Unis, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas ou en Russie, de même qu'elle a à cœur d'offrir l'espace d'une première reconnaissance aux jeunes chercheurs. Parlons-en. Le tropisme normalien et sorbonicole de plusieurs de ses présidents et de ses membres, aisément observable, ne vient pas confirmer les thèses de Pierre Bourdieu. Au contraire, l'originalité des parcours est notable, de même que l'ouverture de la Société des Amis de Port-Royal à des personnalités qui sont les premières de leur famille à accéder à l'université. Dès lors, le trait le plus frappant tient peut-être dans l'importance que le groupe continue d'accorder à l'éducation reçue autant que l'éducation prodiguée dans la plus pure tradition de Port-Royal. Le pluralisme déterminé de la société, son intérêt pour l'histoire religieuse dans le cadre d'une ferme laïcité sont d'autres caractéristiques qui la rapprochent du monastère, dont ses statuts lui prescrivent de veiller à la fois au rayonnement et à la connaissance scientifique. Un regard rétrospectif sur ces 70 premières années d'activité révèle d'ailleurs que cette mission a été honorée. Loin de se dessécher dans la perpétuation de lectures autorisées, la Société des Amis de Port-Royal a puissamment contribué à renouveler l'image de Pascal, en qui nul ne voit plus une sensibilité morbide autant que géniale, mais un penseur de la joie et de l'espérance. La Société des Amis de Port-Royal a entamé de relire l'histoire du jansénisme au XVIIIe siècle et au XIXe. Philippe Sellier, qui a tant fait pour la reconnaissance de la dette de Port-Royal et de Pascal envers Saint-Augustin, n'hésite pas de son côté à scruter les relations entre Port-Royal et la préciosité.
La place croissante, faite à l'étude des religieuses et de leurs écrits, donne une bonne longueur d'avance à la Société des Amis de Port-Royal dans l'investigation du rôle des femmes dans le monde des idées et de la création au XVIIe siècle. Sans sacrifier à une euphorie béate ou à une vanité malséante, notre société peut considérer avec satisfaction son dynamisme, la curiosité de ses membres et souvent leur audace intellectuelle. L'accomplissement mérite d'autant plus d'être noté que l'histoire que Bernard Gadier et moi venons de résumer montre que la Société de Port-Royal et la Société des Amis de Port-Royal tirent au fond leur origine de Port-Royal même à travers la fidélité d'une poignée d'individus qui n'acceptèrent jamais que Port-Royal pût être purement et simplement vaincu. En début de sa naissance, au mi-temps du XXe siècle, la Société des Amis de Port-Royal offre l'exemple rare d'une société savante qu'on peut considérer comme un surjon lointain mais réel de son objet d'étude. Ce fait n'a pas entravé sa liberté de penser. Il peut expliquer, toutefois, quelque chose du léger surcroît d'émotion que nous sommes nombreux à éprouver en mettant notre énergie au service de la connaissance et de la mémoire du monastère. Étrange coup du sort qu'une société tellement tournée vers ses partenaires étrangers et si prompt à se réinventer, fête son 70e anniversaire confiné. Je n'ose pas dire cloîtré et encore moins emprisonné comme le furent les religieuses au XVIIe siècle par Louis XIV. Mais il semble qu'une fois de plus, l'adversité stimule la créativité de Port-Royal puisque ces minutes de Port-Royal ont allègrement franchi le cap de la quarantaine. Faisons de la contrainte une occasion de renouvellement plus fort et tentons de réinventer des moyens d'étudier et de faire connaître ce groupe fascinant épris de liberté et d'espérance.